Bienvenue à tous les gars, bienvenue dans SaaS Lab, l'épisode je sais plus combien. On est en vrai dans un studio magnifique, donc déjà merci à l'équipe de Cosmos de nous accueillir. Et je suis avec un super invité pour cet épisode avec Ronan. Comment ça va Ronan? Très bien, merci. Et merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un vrai plaisir. On s'était déjà vu pour la petite histoire, nous, à Montpellier. On avait fait un moment tous ensemble avec Johan et plein de gars du SDD Crew que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui, je suis venu directement à Bordeaux pour parler avec Ronan. Et aujourd'hui, on va parler de Looking for Tech, qui est ta plateforme. Et déjà, est-ce que tu peux nous amener un peu à comment tu es arrivé à avoir l'idée de cette plateforme et comment est né en fait Looking for Tech? OK. Alors déjà, Looking for Tech, c'est une plateforme d'apport d'affaires. C'est-à-dire que les techs, eux, s'ils ont des offres qu'ils ne peuvent pas pourvoir parce qu'ils sont déjà en place, déjà chez des clients, ils peuvent donner la mission, le lead, finalement, à un autre tech pour Mhm. qu'il puisse faire lui-même la mission. OK. Et en fait, moi, quand je suis parti à mon compte, ça fait maintenant 10 ans. En fait, finalement, ça m'est déjà un peu arrivé où l'ESN avec qui je travaillais, à l'époque c'était avec une ESN, Ouais. avait des besoins en plus. Moi, je pouvais pas, effectivement, parce que je travaillais déjà, Mhm. je pouvais pas les faire. Et par contre, j'avais déjà un réseau de freelance, finalement, à côté. Mhm. C'était quelque chose d'assez important, je construisais mon réseau. Ouais. Et ben, j'ai aidé finalement ces freelances-là avec les offres de l'ESN. Mhm. Et donc, je faisais déjà de l'apport d'affaires. OK. Maintenant, je faisais de l'apport d'affaires, mais à la mano, sur un fichier Excel. C'était très lourd, même si j'avais pour l'instant un seul client qui était l'ESN. Mais rapidement, j'en ai d'autres ESN, d'autres même clients finaux. Ok. Et gérer ça finalement dans un fichier Excel, c'était très lourd. Donc, je me suis dit un peu plus tard que j'allais faire un SaaS pour automatiser pas mal de choses, comme les relances mail pour savoir combien de jours ils ont fait, Mhm. etc. Ou gérer des contrats, etc. Voilà, Ok. Donc en fait, c'est vraiment venu d'un problème personnel exactement. où tu avais des missions et tu savais pas trop quoi en faire et tu connaissais déjà un peu l'apport d'affaires. Donc l'apport d'affaires, c'est vraiment le principe de tu as du travail que tu peux pas prendre et donc tu vas le donner à quelqu'un d'autre pour récupérer un pourcentage et donc augmenter tes revenus chaque mois. Donc c'est quelque chose que je recommande à tous les développeurs qui nous regardent. Et donc tu avais ce truc-là et tu t'es dit, bon, il faut que j'arrive à le faire mieux, quoi, l'automatiser, à créer un truc qui permet de le faire pour tout le monde. Et donc c'est là qu'est venu Looking for Tech. Tout à fait. Alors en fait, même, c'est encore plus qu'un outil, c'est une communauté. Ok. C'est-à-dire que tous les gens qui rejoignent la communauté peuvent partager finalement l'offre à quelqu'un d'autre de Mhm. la communauté. Voilà, c'est vraiment l'esprit d'entraide. C'est très important cette philosophie-là pour moi, l'entraide. Mhm. Et donc ça va plus loin que juste le SaaS, c'est une communauté. Voilà. Ok, ouais. Donc c'est vraiment un groupe de personnes qui ont besoin de plus de travail, et donc qui vont recevoir des missions d'autres personnes, et des gens aussi qui en ont trop et qui vont apporter des missions à ces personnes-là. Exactement. Ok. Euh, Ça fait combien de temps que Looking for Tech est né? Ça fait 8 mois. 8 mois, ok. Est-ce que tu peux nous partager un peu les chiffres que tu as fait jusqu'à maintenant avec Looking for Tech? D'accord. Alors, si tu veux, avant, je te parle un peu de la genèse. C'est-à-dire que j'ai créé le Ouais. SaaS. Bon, je savais que le besoin était là et j'ai pas tout de suite. J'aurais pu d'abord vérifier que le besoin était valide, mais en fait, je le savais déjà. Parce que moi-même, j'avais ce Ouais. souci-là et je connaissais d'autres personnes aussi qui faisaient l'apport d'affaires. Mm. Ok, ça c'est le premier point. J'ai été parti sur un modèle agence finalement où j'invitais les gens qui avaient des offres en plus à me les donner et moi j'allais trouver finalement le consultant. Ouais, ok. Et Tu voilà. faisais vraiment de la prestation de service dans un premier temps avant de passer sur un SaaS. C'était ma première idée en fait. Et pareil pour la cooptation, c'est-à-dire qu'une personne qui bah, du coup avait un besoin et puis une personne qui avait le bon profil, moi je faisais tout le service commercial. Mm. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'aimais faire et c'est pas vraiment ce que je voulais réellement faire de mon produit. Ouais. Donc en discutant à droite à gauche avec d'autres personnes, j'ai pivoté très rapidement d'ailleurs, c'était au bout d'un mois ou 2 mois, Mm. sur le fait que tout le monde pouvait apporter une affaire et se faire payer directement. Et en fait, la plateforme n'est pas là en tant qu'intermédiaire, mais juste en tant qu'outil. Mm. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour monter rapidement ma communauté? Je me suis mis grâce à Florent Turin d'ailleurs, Mm. que tu connais très bien, à poster sur LinkedIn. Ouais. Mes premiers jours où j'ai posté sur LinkedIn, j'avais vraiment peur. Je sais pas si toi tu Bah, avais vécu ça aussi. moi, c'est plus que je suis pas du tout aux réseaux sociaux. Donc de base, j'ai pas Insta, j'ai rien dans ma vraie vie. Et c'est vrai que poster sur LinkedIn, qui est un peu la plateforme par défaut, tu te dis, bon, c'est un peu, ça a une mauvaise image, un peu hypocrite, etc.
J'avais un peu ce truc-là aussi. Mais in fine, pour en parler, je recommande à tout le monde de créer du contenu. Pour moi, c'est primordial. Ouais, tout à fait. Pour moi, ça a été game changer en fait. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'avais vraiment peur de passer pour le mec ridicule qui fait 3 vues, un like. Voilà. Et finalement, au début, c'est très difficile de trouver la bonne structure. Et puis, plus tu fais, plus tu t'améliores. Voilà. Et c'est quelque chose d'intéressant. Toi, comment t'as passé le pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui sont en mode, putain, il faut que je crée du contenu. Mais ils n'y arrivent pas. Ils se disent, je vais être ridicule, je vais me taper la honte. Oh, il y a mon pote qui me connaît. Il va dire, oh, 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 il est marrant celui-là. Alors, Florent m'a un peu coaché au début, Ok. déjà d'une part. Et je me suis forcé. Je savais que c'était une solution qui fonctionnait. Et ouais, j'ai eu des moqueries de certains potes qui voyaient mes posts, etc. Mais je me suis dit, allez, je vais lui prouver qu'il a tort. Ouais. Et j'ai continué tous les jours. Alors, Ok. peut-être pas tous les jours, mais au début, je faisais 2, 3 fois par semaine. Et maintenant, je fais ça tous les jours finalement. Donc, 7 posts par semaine, et même plus des fois. Et finalement, c'était cool parce que ça a ramené beaucoup de personnes sur ma plateforme. Ouais. C'est ça. Là, tu parlais des chiffres. Mhm. En ce moment, il y a 2500 personnes sur la plateforme. Mais avant de continuer, laisse-moi te parler de Sassy Rose Lite. C'est une formation 100% gratuite pour t'aider à lancer ton propre SaaS et générer tes premiers revenus. Le but, te prouver que créer un SaaS, c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense et en plus, c'est vraiment très fun. On te guide pas à pas avec des vidéos, des agents GPT, des templates et des ressources pour trouver et valider une idée, créer un plan d'action solide et enfin lancer un SaaS qui attire des clients. Avec des formateurs experts sur les différents sujets, une communauté ultra motivée et bien plus encore. C'est totalement gratuit, donc clique sur le lien en description et commence à lancer un SaaS rentable dès maintenant. Et nous, on reprend la vidéo. Ok. 2500 inscrits du coup. Inscrits, ouais, c'est ça. Et ça monte de jour en jour, de manière un peu exponentielle. Au début, c'était très lent. Et ça devient de plus en plus parce que chacun se passe le mot. Et puis, plus j'en parle, plus ça devient viral. Et en plus, c'est une plateforme de mise en relation. Donc, il y a un peu ce problème, je crois que je t'en ai déjà parlé, du cold start, où en fait, quand tu dois ramener deux types de prospects différents dans un même endroit, il faut que pour attirer l'un, il y ait déjà l'autre. Et du coup, tu te retrouves au début en disant, bah mince, j'ai personne et je peux attirer personne. Donc, tu es un peu bloqué. Et toi, tu as passé ce moment-là. Donc là, tu es dans le moment un peu merveilleux où les gens parlent eux-mêmes de la plateforme à d'autres personnes et ça commence, comme tu dis, à grossir de manière exponentielle. Alors, pour le coup, en fait, j'ai un seul persona. Le persona, c'est vraiment le terme ma cible. Ouais. Parce qu'en fait, moi, c'est les freelances. Que tu recherches une mission ou que tu sois apporteur d'affaires, finalement, t'es un freelance qui recherche à travailler. Voilà. Par contre, je sais qu'il y a d'autres business où effectivement c'est compliqué. Il faut ramener. C'est le problème de l'œuf et de la poule. Hein. Est-ce qu'il faut. Qui ramène qui d'abord, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, par chance, mon business est plutôt simple. Donc, ouais, 2500 inscrits. Niveau rémunération, est-ce que pour l'instant, t'as mis des choses en place pour gagner de l'argent avec la plateforme? Alors, j'ai plusieurs business models effectivement sur cette affaire-là. Donc, déjà, il y a l'abonnement sur la plateforme. Mais il n'est pas encore mis en place, en fait, celui-ci. Ah, ok. Au début, je voulais que la plateforme soit ouverte à tout le monde, pour tester justement la plateforme Ouais. et se rendre compte que c'est intéressant. Ok. Si tu mets la monétisation trop tôt, tu as un gros frein, les gens vont pas payer pour tester. Ouais. Voilà. Donc ça, je le ferai un peu plus tard, effectivement. Ensuite, mon deuxième business model, c'est la formation. Donc je fais de la formation sur le coaching, sur l'apport d'affaires, pardon. Ok. Voilà. Donc, c'est quoi les avantages et les bénéfices, ce que tu donnes dans cette formation, justement? Donc, c'est les outils finalement pour faire de l'apport d'affaires et un accompagnement. Ouais. Tous les jours. La personne, évidemment, a des questions sur comment il va orienter son discours à telle personne, comment trouver la bonne stratégie pour que la personne me donne, par exemple, ses missions, Ouais. ses besoins. Et à côté aussi, comment présenter un candidat. Ok. Donc, grosso modo, t'aides les développeurs à gagner plus d'argent que l'apport d'affaires dans cette formation. C'est vraiment, tu leur expliques, tu les éduques sur le sujet, quoi. Exactement, c'est ça. Parce que je sais que c'est pas forcément très facile pour tout le monde de faire de l'apport d'affaires. Déjà, il y a la prospection client. Ensuite, il faut trouver le bon candidat. Bon, normalement, quand tu es tech et que tu portes une mission sur la même stack, normalement, tu es à même à voir si le CV, s'il fit ou pas par rapport à la mission. Voilà. Et ensuite, évidemment, il faut mettre en relation le candidat et le client et apporter le maximum de valeur au client pour montrer que ce profil-là, il fit bien. Ouais, clairement. Bah, moi, franchement, c'est une erreur que j'ai fait très tôt, parce qu'à 21 ans, je gagnais 10 000 euros par mois avec le freelancing.
et je recevais d'autres propositions de missions via la plateforme Malte ou même via des recommandations, etc. Et j'étais en mode, bah non, j'ai déjà 2 missions, je peux pas en prendre plus. Alors qu'en vrai, j'aurais pu clairement les prendre, c'est juste que j'avais pas les connaissances nécessaires. C'est pour ça que je recommande aux personnes, que ce soit avec ta formation ou de manière générale, de s'informer sur le sujet, de savoir comment faire de l'apport d'affaires, c'est hyper puissant. Et moi, là, récemment, j'en ai fait et ça me fait des petits revenus en plus, donc c'est cool. Mais tu sais quoi, c'est 95% des gens qui font cette erreur-là. Oui, oui. Mais c'est parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas cette prise de conscience, on se dit, mais c'est vrai, je peux refiler en fait ces missions qu'on me donne. Bon, c'est pas quelque chose qui est naturel. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du CDI, je dirais 99%, et en fait, pour eux, une mission, une personne, une mission, quoi. Voilà, pas plus. Donc, tu as la formation actuellement qui te génère des sous. Tu as Looking for Tech qui est totalement gratuit. Comment tu vois l'évolution? Comment tu vas essayer de gagner plus d'argent avec la plateforme et la faire connaître à plus de personnes, etc. Mhm. Donc, bah, évidemment, tu as l'abonnement. Ensuite, je te disais, tu avais la formation. Tu as un troisième point, c'est que je suis en train de nouer des partenariats avec d'autres boîtes. Et en fait, des outils souvent, il y a les outils qui peuvent aider justement à faire de l'apport d'affaires de manière plus efficiente. Et j'ai négocié un partenariat avec eux, donc ils ont une réduction. Ça va arriver très prochainement. De deux, il y a des personnes aussi, comme Johan, justement, qui proposent aussi des accompagnements pour être encore plus performant justement sur sa propre prospection et du coup sur la prospection de l'apport d'affaires. Voilà, donc j'ai aussi fait un partenariat avec lui. Voilà, et en fait, j'apporte plein d'outils à la communauté pour performer encore plus sur l'apport d'affaires. Et donc, évidemment, avec de l'affiliation, tu connais, hein, voilà, moi je touche aussi un petit pourcentage pour avoir amené quelqu'un chez ce partenaire-là. Et du coup, tu dis que tu crées des petits outils. Est-ce que ces petits outils, c'est des espèces de lead magnets pour attirer les gens sur la plateforme? D'ailleurs, c'est quoi? C'est pas mes propres outils, c'est les outils d'autres boîtes finalement. Ok, ouais. Donc en fait, tu essayes de créer ce que je recommande, une sorte d'écosystème où tu as différentes portes d'acquisition. Tu essayes de rajouter le maximum de portes d'acquisition possibles. Donc, on va en parler après avec YouTube, LinkedIn, etc. Et tu essayes de rajouter le maximum de produits possibles. D'ailleurs, c'est ça que permet de faire l'apport d'affaires, hein, c'est de rajouter des sources de revenus. Oui, tout à fait. Je fais de l'apport d'affaires sur ma plateforme d'apport d'affaires. Ouais, c'est ça, c'est fort. Enfin, c'est bien. Tu prêches ce que toi-même tu utilises, donc c'est très très fort. C'est très bien. Ok. Euh, donc justement avec Looking for Tech, actuellement tu crées du contenu sur LinkedIn et nous dans le SDD, donc qui est le groupe avec différents entrepreneurs, on force pour que vous vous mettiez à YouTube. Et donc tu m'as dit que tu allais te mettre à YouTube. Est-ce que d'ailleurs les vidéos que tu as préparées seront sorties? Parce que là le podcast il va sortir dans 2-3 semaines. 2-3 semaines, oui, normalement c'est sorti là. Ok, c'est quoi le nom de la chaîne? C'est Ronan Code. Ok les gars, allez voir Ronan Code, ça va vous permettre de vous éduquer sur le sujet de l'apport d'affaires et d'augmenter vos revenus, surtout si vous êtes tech, parce que là on s'adresse, alors je sais pas si on s'adresse à d'autres personnes que les techs, mais il me semble que c'est surtout les techs. C'est surtout les techs, ouais. Est-ce que tu comptes t'expandre sur par exemple le persona des design UI UX ou d'autres types de freelance? Alors en fait, normalement, les UI, UX, pour moi, c'est reste de la tech. Ok, donc ça fait partie de ce groupe-là. Ouais, c'est ça. Par contre, effectivement, tout ce qui est marketing, non, pas forcément. Voilà. Et le but, c'est de rester quand même focus sur la tech, éviter il faut se nicher et justement éviter de partir dans tous les sens. Ouais, parce que il y a Chris Choly qui est très connu, il y en a quelques-uns comme ça, mais est-ce qu'il existe d'autres plateformes que la tienne actuellement qui permettent de faire ce que tu fais? Je sais qu'il y a un concurrent, effectivement, mais son produit, je trouve qu'il manque de traction parce qu'il ne communique pas assez sur les réseaux. Ok, ouais, il manque de contenu organique. Ouais, de contenu organique et sa plateforme aussi n'est pas très sexy. Et là, justement, tu parlais du UI, du UX. Ouais. C'est quelque chose de capital, justement, dans un SaaS parce que ça va retenir la personne. Si la plateforme est dégueulasse, c'est sûr qu'il va vite partir. Ouais, c'est clair. Après, vraiment le fonctionnel, la fonctionnalité principale que tu ajoutes, après, il faut ajouter un peu de design UI pour que ça soit quand même agréable à utiliser, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai une petite question marrante que j'avais préparée, que j'avais posée, que j'avais trouvé rigolote à mon précédent invité. Est-ce que tu préfères, là actuellement, déjà le niveau de la question, est-ce que tu préfères est-ce que tu préfères payer 50 000 balles maintenant? Genre là, tu me sors 50 000 balles. Si tu veux le faire, franchement, je suis OK avec ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Et tu peux continuer de publier du contenu tous les jours, tu vois, normal, LinkedIn, etc. Ou tu gardes tes 50 000 euros, grand bien te fasse, mais tu peux plus jamais publier de contenu, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, etc. En fait, c'est un gros dilemme, ce que tu me poses comme question. C'est que si je peux plus publier, j'ai plus de contenu. J'ai plus de personnes qui viennent sur mon site. Ouais. Donc en fait, parce que en fait, c'est mon seul canal avec YouTube qui est présent. C'est mon seul canal pour ramener du monde.
Donc, en fait, oui, ok, je vais te payer 50 000 du coup. Tu préfères payer, ouais. Je préfère avoir des gens qui viennent sur la plateforme Oui. et qui me ramènent de l'argent Ouais. que de payer, que de plus rien avoir de revenus. Je préfère payer un fixe, 50 000, et gagner de l'argent au fur et à mesure que de Clairement. plus gagner d'argent. Mais tu vois, je pose cette question, et d'ailleurs, j'aurais la même réponse exactement que toi, et l'invité précédent, il avait exactement la même réponse, pour que les gens se rendent compte à quel point c'est puissant, parce que enfin, pour la plupart des gens, 50 000 euros, même pour nous, c'est quand même un énorme billet, tu vois, et je pense pas qu'on se rende compte que c'est tellement puissant qu'on serait prêt à payer 50 000 euros pour pouvoir continuer de publier du Tu contenu. m'aurais dit 100 000, j'aurais payé 100 000. Ouais, c'est pour ça, je pense que je vais augmenter le prix, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment abusé à quel point, à partir du moment où tu t'es mis à créer du contenu, et que tu commences à avoir des résultats, bah, tu peux payer énormément pour continuer à publier, quoi. Alors, il faut savoir que publier, c'est pas ce qui va te ramener de l'argent. Il faut d'ailleurs avoir un business, justement, Oui. qui soit suffisamment attirant Ouais. et qui est rémunérateur aussi pour générer du cash. Ouais, il faut pas être influenceur, quoi. Il faut être entrepreneur. Il faut s'en servir comme d'un outil. Si tu es influenceur, en fait, tu fais de l'affiliation aussi derrière. Et on a un ami à moi qui est derrière la caméra. Et c'est un truc que je leur ai proposé. C'est que je réfléchissais à les booster, tu vois, à créer du contenu sur 6 mois pour leur montrer à quel point c'est puissant et qu'ils puissent lancer un business. Parce qu'en vrai, tu crées du contenu pendant 6 mois. Tu vends un truc, ta passion, je sais pas, l'équitation, tes coachs sportifs, peu importe, ça peut marcher, quoi. Et pareil pour les SaaS. C'est une super source d'acquisition pour les SaaS. Tout à fait. Et donc, tu crées du contenu organique. Alors, je reviens sur quand même Looking for Tech. Tu crées du contenu organique pour ta plateforme. Est-ce que c'est pour l'instant ta source d'acquisition principale en lead? Et quelle autre source d'acquisition tu as essayé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu peux me faire un petit top 3 des. Alors, ok, en acquisition, j'ai quoi? J'ai LinkedIn, on va dire c'est 90%. J'ai YouTube, Ouais. bon, qui n'est pas encore, au moment où on fait ce podcast, qui n'est pas encore disponible, mais normalement, c'est en ligne. Si c'est pas en ligne, les gars, attrapez-le en commentaire. Troisième point, c'est le bouche à oreille. Finalement, les gens qui viennent et qui découvrent le sujet en parlent aussi aux copains. C'est très fort, ça aussi. Ouais. Quatrième point, ça aurait pu être Twitter X, mais en fait, moi, c'est pas trop mon truc. T'y es ou pas? Non, j'y suis pas. C'est pas trop mon truc. De base, j'y suis pas en fait. C'est pas trop mon écosystème. Après, il y a Facebook Ads aussi et Instagram. Ok, donc tu fais de la pub. Pas encore, mais ça vas va, essayer. ça va venir. Je vais tester. Voilà, Ouais. c'est ça. Je sais qu'on peut démarrer avec un petit billet, genre de 150 euros. En plus, alors je sais pas si tu l'as fait, mais toi, du coup, tu as déjà des leads. Donc tu peux récupérer l'ensemble des leads qui sont inscrits sur ta plateforme et les donner à Meta, donc en tant que, je sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo, la publicité Facebook va prendre les caractéristiques des emails que tu lui as donnés, des personnes, des personas, et va créer une pub à partir de ce persona-là. Et du coup, ça va être beaucoup plus précis rapidement et tu vas avoir moins de dépenses à faire dans la pub. Parce qu'en gros, Meta, comment il fonctionne, c'est une IA et il va dire, OK, je vais tester sur telle personne, tester sur telle personne, et peu à peu, il va trouver le persona idéal qui va acheter ton produit. Si toi, tu prends les leads que tu as déjà récupérés avec ta plateforme, parce que tu as 2500 emails, tu les donnes à Meta, et il va être beaucoup plus précis rapidement, et ce qui va te permettre de limiter grandement les dépenses. Ok, c'est intéressant ça. Ça, je sais pas si c'est un nom, je ne l'ai plus en tête, mais ça permet vraiment, quand tu as un petit budget, justement, d'avoir quelque chose d'hyper précis rapidement. Très bien. Ok, je vais essayer du coup. Donc ouais, je te recommande de faire ça. Est-ce que tu as d'autres canaux? Peut-être que j'ai loupé, peut-être. Ah si, tu as les emails, effectivement. Ouais, moi je sais que pour mon agence de création de SaaS, je me sers surtout du contenu organique, mais je suis dans le même état d'esprit que toi. En fait, pour moi, il faut faire aussi de la pub, parce que la pub, c'est grosso modo, tu mets 1 euro, il y a 2 euros qui ressortent. Bon, ça, le ratio peut être différent, mais grosso modo, c'est ça. Et en plus, si tu crées du contenu organique en amont, les publicités sont beaucoup plus payantes, parce que le problème des publicités, c'est que c'est du trafic froid. C'est-à-dire que les gens qui voient ton offre, ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et donc ils vont être très, très, très frileux froid, à payer ton offre. Alors que si tu crées du contenu organique, ils vont venir voir ta pub, ils vont s'inscrire, et ils vont peut-être aller voir ton contenu. Et ils vont en fait se réchauffer, c'est des leads qui vont se réchauffer tout seuls au micro-ondes, et ils vont venir plus chauds dans l'appel. Alors, pour expliquer rapidement, parce que je sais, tout le monde a des niveaux d'éducation différents sur le marketing, un prospect qui est froid, c'est un prospect qui est étranger totalement à ton offre et qui est loin de payer. Un prospect qui est chaud, c'est quelqu'un qui est presque carte en main et qui est pas loin de payer ton offre, quoi. Et il y avait autre chose, c'est YouTube aussi, où la personne voit ta tête et se sent plus proche de toi parce que justement il t'a vu. Et ça, c'est vraiment la force de YouTube. Bah ouais, c'est clairement moi actuellement avec mon agence, YouTube, c'est ce qui me permet de convertir surtout. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est ce qui va m'apporter énormément de prospects qui vont me contacter. Et YouTube, c'est ce qui va permettre que quand ils vont venir en appel avec moi,
bah, ils soient déjà convaincus. J'ai pas à leur vendre mon offre, quoi. Ils sont en mode, bon, bah, c'est Yanis, on a vu ses vidéos, il apporte de la valeur gratuitement, donc je vais lui faire confiance et je vais sortir la carte plus facilement. Donc c'est pour ça que ouais, YouTube, c'est trop intéressant parce que c'est à la fois une source d'acquisition, mais ça permet aussi d'améliorer ta conversion sur tous les réseaux. Donc c'est trop puissant. Donc Looking for Tech, pour l'instant, contenu organique, mais en fait, tu as envie de tester plein de choses, tu es encore au début. Donc là, tu vas vraiment tenter pas mal de choses pour essayer d'augmenter la conversion. Et est-ce que, alors dans ton écosystème, pour l'instant, tu as deux produits, tu as la formation, tu as toi-même, tu dois faire de l'apport d'affaires, donc c'est tes deux sources de revenus principales, et tu as Looking for Tech qui est gratuit. Est-ce que tu as l'idée d'ajouter d'autres produits aussi dans cet écosystème? Alors, à part les produits de mes partenaires, je pense que je veux pas non plus faire un. À part si c'est un produit justement qui aide sur l'apport d'affaires, je ne veux pas faire 10 000 produits et que ce soit un peu le chaos. Ok. Voilà. Ouais. Sauf si c'est d'autres formations, effectivement. En fait, tu as vraiment envie de te concentrer sur toujours le même persona, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, quand tu fais un SaaS, il faut que tu prennes un sujet et tu le travailles à 100%, 2000% en fait, et pas que tu t'éparpilles à droite à gauche. Ouais. Et justement, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est mauvais d'essayer de changer de cible, de persona et de s'éparpiller un peu ce truc de l'objet précieux? Ouais, alors bah déjà en termes de focus, tu vas perdre du focus sur ton sujet. De deux, ton contenu organique finalement, il va se disperser, il va se diluer. Voilà. Donc en fait, les gens qui vont te lire, ils vont pas savoir si tu parles du premier sujet, deuxième sujet. Et en fait, si tu parles du premier sujet que 50% du temps, tu as moins de force de frappe en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, moi, c'est un peu la même philosophie que j'ai eue parce que j'ai fait des énormes erreurs où j'ai voulu lancer un SaaS à droite, à gauche, sur différents personas. Ce qui fait que quand je lance, mon SaaS marchait pas et que je voulais passer sur un nouveau, bah, je recommençais de zéro. Je devais apprendre qui est mon persona, qui est la cible, quel est le marché, qui sont les concurrents, comment leur parler. Je devais recréer du contenu, recréer une chaîne YouTube. Et en fait, tu t'épuises énormément. Et c'est venu avec le premier podcast que j'ai fait avec Eric, qui a aussi une plateforme qui génère de l'argent. Et je m'étais rendu compte qu'il fallait en fait créer un écosystème et viser toujours la même personne, uniquement et une seule personne, et tu changes plus. Même si, avec mon côté un peu entrepreneur, enfin le TDAH d'entrepreneur, j'appelle ça, c'est le truc un peu hyperactif, tu as envie de toucher à tout. Tu as envie de switch de projet, te dire, oh là, il y a une opportunité de malade. En fait, c'est une grosse erreur et il faut essayer de plus bouger, quoi. En fait, ouais, je rebondis à ce que tu dis. Si imaginons Looking for Tech, c'est bon. En termes de feature, je pense avoir fait 90% des choses. Ouais. Je pourrais améliorer par la suite un peu au fur et à mesure, mais bah, j'ai plus trop d'efforts à mettre là-dessus. Si je veux faire un autre produit, il faudrait qu'il soit proche de l'écosystème. Ouais. Donc, en fait, que je garde ma cible qui sont les techs pour réutiliser finalement tous les mecs qui sont sur ma plateforme sur un deuxième produit. Effectivement. Mais si tu le fais trop tôt, ça, Ouais. c'est mort. Ok. Et actuellement, tu as 2500 emails en base de données. Je trouve ça beaucoup, franchement, déjà en 8 mois. Est-ce que tu t'en fais quelque chose de ces emails ou pas pour l'instant? Non, pour l'instant, non. Voilà. Question de RGPD aussi. Ouais. Mais tu pensais à quoi? Bah, email marketing ou même directement faire de l'affiliation par email. Donc, je sais que quand tu as une base d'email, bah, ça vaut de l'argent. C'est un peu comme de la pub. C'est-à-dire que tu envoies un email à 2500 personnes, c'est toujours à peu près le même ratio. Tu sais que tu vas vendre tant par 2500 emails, quoi. Non, j'ai pas prévu de vendre la base de données en fait. Ok. Ouais, non, mais sans parler de vendre, tu pourrais envoyer des emails que toi, tu as préparés, qui sont, tu vois, sur des offres qui pourraient intéresser ton persona, qui leur apporteraient de la valeur, où ce serait vraiment gagnant-gagnant. Typiquement, tu présentes, tu vois, bon, je pense à l'accompagnement de Johan, bon, c'est un exemple, hein, ça pourrait être autre chose, où tu envoies un email à ces 2500 personnes en disant, ben voilà, vous êtes des développeurs, beaucoup qui veulent gagner plus grâce à l'apport d'affaires. Donc Johan est quelqu'un qui a un accompagnement, j'explique rapidement, qui aide les développeurs à scaler à 8000 euros de revenus en 90 jours, je crois que c'est ça. Et donc, tu vois, tu fais de l'affiliation là-dessus et tu envoies un email à 2500 personnes et je suis certain que ça pourrait les intéresser. Ok, oui, là j'ai compris ce que tu voulais dire. Effectivement, seulement si la personne est d'accord, question de RGPD encore une fois, on va pouvoir shooter des newsletters, effectivement. Donc, Johan, effectivement, on pourra parler de son accompagnement. Euh, euh, donc, c'est une fois par semaine, hein, simplement. Pour l'instant, je suis assez soft. Et il y aura d'autres personnes aussi où je parlerai de leur accompagnement, comme François, par exemple. Ok, donc c'est pas encore lancé. Ça, c'est pas encore lancé, non, effectivement, mais bientôt. Sur Looking for Tech, c'est quoi, là, comment tu te vois dans 2, 4, 5 ans, c'est quoi tes gros objectifs?
Et qu'est-ce que tu comptes mettre en place vraiment pour y arriver? Genre, c'est quoi le 80-20 de ce que tu comptes mettre en place pour arriver à ces objectifs-là? L'objectif déjà, c'est que Looking for Tech me fasse un SMIC LinkedIn, donc 10 000. Voilà. Pourquoi 10 000? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait aussi en freelancing. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est finalement être plus serein, plus libre sur le consulting et que les produits récupèrent du coup, fassent le même chiffre. Donc en fait, voilà, si j'ai pas de travail, c'est pas grave, j'ai Looking for Tech qui me paye et je suis libre. Voilà, parce que je pense que toi, en tant qu'entrepreneur aussi, ce que tu recherches, c'est pas non plus la richesse des millions et des milliards en banque, mais c'est plus une certaine liberté aussi. Ouais, ouais, Voilà. ça pourrait se débattre. Il y a un curseur peut-être à mettre parce que voilà, si on est pauvre et libre, en fait, pas forcément libre non plus à 100%, voilà, mais qu'on soit suffisamment aisé et libre. Voilà. Ok. Parce que ça, c'est un truc intéressant. Moi, j'avais vu. Tu connais Mathis Clué? Oui, bien sûr. Ok, bah, Mathis Clué, donc, qui est un gars qui aide les entrepreneurs. Et il posait une question intéressante, c'est est-ce que tu préférais être pauvre, enfin pauvre, genre t'as assez pour vivre et voyager à peu près où tu veux dans le monde, mais très modestement, tu vois, Ok. je sais pas, Imagine 2 000 € par mois, par exemple. un truc comme ça, voilà, à peu près. Et où t'es méga riche, mais genre t'es tellement pris par ton travail que t'as le temps de rien faire, t'as pas le temps de voyager, etc. Et bon, tu peux faire la fête une fois tous les mois, mais bon, c'est pas la folie. Moi, personnellement, la réponse est entre les deux. Ok. Alors, tu pourrais pas choisir, genre, par exemple, la vie à pauvre, mais parce que moi, c'est un truc que je respecte de fou. Oui. C'est les gens qui décident de l'argent, je m'en fous, je joue pas à ce jeu-là, parce que c'est un peu, soit tu rentres dans le jeu et tu essaies de gagner de l'argent et tu rentres en compétition avec tout le monde, soit tu refuses un peu ce monde-là et tu dis, bon, bah, je vais voyager, profiter du monde, et en fait, tu vis une vie un peu simple, et tu arrives à être heureux parce que ton cerveau se régule et tu as le même niveau de bonheur qu'un gars qui est riche, quoi. Ok. Si tu me proposes pas d'alternative entre les deux offres, effectivement, je prendrais peut-être la première. Ok. Parce que la dernière, finalement, la deuxième, là où tu es ultra riche, mais t'as pas le temps, en fait, tu peux pas profiter de ton argent, du coup, et la valeur la plus importante, c'est le temps, en fait. Ouais. Ça, on se rend compte quand on vieillit, en plus. Ouais, oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc, je pense que beaucoup s'en rendent pas compte, mais le temps a trop de valeur. Souvent, les gens, ils accordent énormément de valeur à des sous, mais du temps, bon, ils donnent un peu comme ça, alors que plus j'avance, plus je me dis, mais non, mais mon temps a trop de valeur. Et je le vois, je commence à essayer de déléguer, et c'est un truc que tu fais aussi. Et c'est trop, trop important. Maintenant, je peux plus dépenser une heure à droite, et enfin, j'accorde trop de valeur à mon temps, quoi. Je crois qu'on a un peu divagué. Là, tu me parlais, du coup, de l'objectif de Looking for Tech. Donc, Ouais. du coup, je te disais, un SMIC LinkedIn, ce serait cool. Et tu avais une deuxième question qui était... Bah, quels sont tes objectifs? Comment tu te vois sur les prochaines années avec Looking for Tech? Et bah, qu'est-ce que tu comptes mettre en place? C'est quoi le 80-20 de ce qui va te permettre d'atteindre ces objectifs? 80-20. 80-20, c'est grosso modo les actions qui ont le plus d'impact avec le moins de temps investi, quoi. Je pense que là où je vais mettre l'effort, c'est l'acquisition, effectivement. Ok. L'acquisition, puis après, il y aura peut-être d'autres moyens de faire l'acquisition, comme les événements IRL, par exemple. Ouais. Ah, c'est vrai que tu avais tenté non, de faire une rencontre à Bordeaux. Alors, j'ai toujours prévu de le faire, Ok. mais j'ai d'autres priorités pour l'instant. Ok, mais ça n'a pas encore fait parce que j'avais vu un post à un moment donné. Encore fait, ouais. Avec ce poste-là, justement, j'ai sondé le marché Ok. et je me suis rendu compte que ouais, il y avait peut-être un truc à faire. Ouais. Voilà, même si c'est pas un truc rémunérateur et tout, hein, c'est juste pour faire du réseau. Et puis boire des coups avec les personnes que je connais aussi sur Bordeaux. Ouais, ça j'ai prévu ça. Et c'est quoi l'objectif un peu de ces rencontres en vrai? C'est discuter entre tech, simplement, c'est juste faire du networking. Ok. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui recherche aussi une mission que l'autre personne possède. Il est peut-être, tu vois, chez un client Oui, comme oui. Cdiscount. Ouais. Voilà, bon, Cdiscount. Et l'autre personne recherche un boulot en .NET. Ils se mettent juste en relation en discutant, finalement. Ouais, bah, je trouve moi j'ai bien aimé l'idée parce que je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence entre tu rencontres quelqu'un par message et tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie. Moi je l'ai vu, le fait qu'on se soit vu en vrai, il y a beaucoup plus ce truc humain et moins juste transactionnel où tiens tu me donnes ça, je te donne ça, où on est vraiment en mode ah ouais il y a une connexion qui s'est faite etc. Je trouve ça vraiment trop important parce que typiquement moi si j'ai une opportunité, bah, je vais penser à toi avant quelqu'un que j'ai pas vu dans la vraie vie. Donc je trouve ça trop important d'aller rencontrer les gens en vrai etc. C'est pour ça que j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Après, niveau acquisition, je sais pas si ça va changer énormément de choses, mais pour le côté humain, pour le côté. Je trouve ça cool, quoi. Ouais, donc là, moi, je suis sur Bordeaux et je pensais prendre des ambassadeurs, justement, qui sont dans différentes villes Ok. pour eux-mêmes faire leurs propres événements Ouais. et faire des écosystèmes dans chaque ville.
Ça demande du boulot, ça, non? C'est du boulot, oui. Ouais, parce qu'il faut trouver les gens qui sont motivés, les bonnes personnes, il faut qu'ils organisent, etc. Alors en fait, les personnes qui sont motivées, pour moi, j'ai pas de souci parce qu'il y a pas mal de personnes qui gravitent, qui aiment le produit, Ouais. la philosophie. Voilà. Après, il faut trouver effectivement les lieux. Hmm. Donc, ouais, dans 2, 4, 5, enfin, tu peux me dire la range que tu veux. Tu te vois avec combien d'utilisateurs, gagner combien? Genre, quand tu m'as dit SMIC Cleaning, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Donc, dans un an, je pense. 1 an, ouais. Un an, et ce qui serait cool, c'est 10 000 utilisateurs. Ok. Voilà. Mais ça, je pense que je peux y arriver assez facilement si on suit la courbe d'augmentation des users. Ouais, je pense que 10 000, c'est largement faisable. Et que surtout, ça devient un réflexe. Parce que ça, c'est vraiment le plus difficile, c'est que les gens n'ont pas forcément le réflexe, lorsqu'ils ont un lead, de le mettre sur la plateforme. Ça me- Je pense à une question, parce que j'écoute beaucoup dernièrement le podcast Billions, que je recommande, alors, qui en gros, c'est 4 jeunes influenceurs de 20 ans qui gagnent plus de 100 000 euros par mois qui discutent. Donc ça donne des discussions, forcément, il y a énormément de valeur qui est donnée. Et il parle d'Alex Hormozy dedans, et Alex Hormozy a dit The bottleneck of your business is your job. Grosso modo, ça veut dire la contrainte de ton business, c'est là où tu dois être en tant que CEO, c'est là où tu dois faire les choses. C'est-à-dire que tu ne dois pas être dans l'opérationnel, tu dois vraiment te concentrer sur qu'est-ce qui bloque le scaling de mon business. Et toi, actuellement, moi, le fait d'avoir compris ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, punaise, c'est l'acquisition client. Si là, actuellement, je vais normalement signer 2 contrats à 20K ce mois-ci, mais si j'avais 10 fois plus de clients, bah, ça ferait 10 fois plus de contrats à 20K en fait. Et donc, c'est vraiment là que je dois charbonner. Et j'ai pu prendre conscience de ça uniquement parce que je me suis dit, mais oui, en fait, il faut que j'arrête d'être dans l'opérationnel, de me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais vraiment, qu'est-ce qui me permet de grossir plus vite dès maintenant? Qu'est-ce qui est actionnable maintenant? Toi, actuellement, là, si tu devais te réfléchir à cette question, ça serait quoi qui te permettrait vraiment de scaler rapidement d'un coup? Alors, qu'est-ce qui te bloque actuellement? Alors, qu'est-ce qui t'empêche C'est l'acquisition, je pense, hein, classique. Ouais, voilà, comme toi, hein. Après, voilà, quand tu es tout seul, comme tu disais, là, tu as deux missions, tu me disais. Si c'est un quatrième, cinquième, sixième, toi, tu pourras pas le gérer, tu vois. Donc, Ouais. effectivement, l'opérationnel, là, il faut déléguer. Ouais. En fait, c'est ça, tu règles l'acquisition, et après, du coup, tu as trop de clients qui rentrent et t'es un peu, tu sais pas comment gérer, du coup, tu dois recruter, et ça devient à nouveau ta contrainte, c'est de pouvoir recruter pour de nouveau faire de l'acquisition. Et à chaque fois, tu dois switch comme ça entre les différentes contraintes que tu as dans ton business. Si tu as beaucoup d'acquisitions, mais que tu sais pas scaler de manière technique, pour toi, Ouais. bah, en fait, tu vas perdre des clients. Enfin, ton acquisition, elle vaut rien après. Ouais. Voilà. Donc, il faut apprendre à déléguer, et il faut déléguer de manière proche au début. Voilà, donc il faut rester dans l'opérationnel avec eux, se dire qu'est-ce que tu vas faire. Et encore, si tu veux aller dans un niveau supérieur, il faut engager quelqu'un qui va justement faire ton boulot Ouais. pour les encadrer, effectivement. Ouais, ça, c'est un objectif que j'ai sur le plus long terme, parce que pour l'instant, je suis encore trop. Ouais, step by step. Ouais, c'est ça. Ça serait dans quelques années, je pense. Mais déjà, là, je suis en train de regarder pour recruter au sein de l'agence, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, ok, bah, hyper intéressant. Donc, LinkedIn, enfin, l'objectif, c'est le SMIC LinkedIn, 10K et 10 000 utilisateurs. Est-ce que toi, tu lis ou pas beaucoup autour du SaaS ou de l'entrepreneuriat? Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Est-ce qu'il y a, moi je sais que j'ai beaucoup de livres qui m'ont vraiment fait un déclic. Est-ce que tu as un livre que tu pourrais recommander, peu importe le sujet, que ce soit sur la productivité, l'entrepreneuriat, ou même un podcast qui toi t'a marqué, que tu peux conseiller aux gens de regarder? Ouais. Il y avait quelque chose, un livre qui m'avait marqué, c'était La semaine de 4 heures. Oh, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu Ouais. d'entrepreneuriat. C'est vraiment le tout premier. Alors, je sais pas s'il est toujours d'actualité. En tout cas, de manière technique, il l'est plus parce que c'était à l'époque. Par contre, en termes de mindset, oui, je pense. Je sais pas ce que tu en penses de ce livre-là. Je l'ai même plus en tête. C'est Ah ouais. vraiment le premier que j'ai lu. Ça a dû me mettre une claque. En tout cas, on peut travailler 4 heures et gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, ce terme, en fait, voilà, il est un peu faux. Mais en gros, l'idée, c'est automatiser, faire des petits produits qui peuvent ramener un petit peu d'argent et ainsi de suite. Voilà, il ne faut pas forcément penser licorne, Ok. il faut faire des muses. Ok. Ouais, je me souviens plus du tout, mais c'est vrai que le titre 4 heures de travail par semaine, j'aurais tendance à dire que c'est un peu bullshit. C'est bullshit, c'est fait exprès pour provoquer. Ouais, oui, oui, clairement. Ok. Euh, Moi, il y a un truc que je fais récemment. C'est vraiment un apprentissage que j'ai eu. C'est que je fais énormément de procédures, de process, d'SOP, surtout depuis que j'ai délégué. Est-ce que toi, c'est un truc que tu fais beaucoup? Comment tu t'y prends justement pour éviter de perdre du temps
de faire des tâches que tu refais plusieurs fois et de les refaire et de perdre du temps, etc. Comment tu fais en fait pour gérer tes réseaux, pour gérer la plateforme, pour gérer la formation? Comment tu fais pour être aussi efficient avec autant de choses à faire dans ta journée? Surtout que enfin toi, en plus, t'as une vie de famille, etc. Donc, En fait, moi, je suis un développeur à la base, et le développeur, il est très feignant. Il est très feignant, donc il déteste faire quelque chose deux fois. Donc, par exemple, quand j'ai une procédure, une requête SQL pour me sortir des résultats, je vais la marquer sur Notion. Voilà. Ok. Parce que j'ai pas envie de me réfléchir pour la refaire proprement. Ouais. Je la prends, je la fais et basta. Mm. Voilà. Et ainsi de suite sur d'autres sujets. Euh, je sais pas s'il y a d'autres sujets comme ça, mais voilà, c'est l'idée en tout cas. On ne fait jamais quelque chose deux fois. Ok, ouais. Oui, je suis exact. Moi, avant, vraiment, je le faisais pas. Je faisais pas de procédure quand je faisais une chose deux fois, mais ça peut être un truc trop con, tu vois. Tu veux poster un podcast, il faut aller sur les plateformes, mettre le flux RSS, enfin, il y a des choses à faire, faire la description, etc. Et en fait, maintenant, depuis que je fais, ok, je le fais une deuxième fois, boum, je crée une documentation qui le fait pas à pas, bah, ça met mon cerveau en off, ça me libère, ça me permet de garder mon énergie, d'économiser mon temps et d'aller beaucoup plus vite. Et le truc qui m'a fait le déclic, c'est depuis que je dois donner mes trucs à faire à d'autres personnes, en fait, déléguer. C'est ça aussi, toi, qui t'a débloqué? Pour le coup, là, c'est la procédure SQL, c'est moi qui le fais parce que Ouais. la base de prod, il n'y a que moi qui y touche. Mais effectivement, si tu ne fais pas de process, tu pourras jamais déléguer correctement. Hmm. Moi, c'est vraiment ça. Depuis que j'ai dû déléguer, j'ai dû me mettre, ok, il faut que je réfléchisse. Comment je peux lui dire exactement quoi faire pour pas qu'il puisse aller à droite ou à gauche et se tromper? Parce que je sais qu'il faut vraiment les babysitter et vraiment dire, ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ouais, c'est ça. C'est même pas parce que, enfin, je dis babysitter, c'est pas dans le sens où ils sont nuls ou ils sont cons, c'est juste que bah, c'est mon business, donc il a aucun intérêt, lui il s'en fout, il veut juste son argent et travailler, ce qui est totalement logique. Et du coup, il faut vraiment lui dire, ok, tu fais ça, 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 dans l'ordre, s'il se passe pas bien ça, tu fais ça, c'est un peu comme des conditions, quoi. Il y a if, else, et c'est un truc que je pense beaucoup de gens devraient faire, parce qu'on le fait pas assez. Moi, après 4 ans d'entrepreneuriat, je le faisais toujours pas. Donc, ouais, moi, c'est vraiment un truc trop important, je trouve, de créer des process, et ça me fait gagner un temps fou au quotidien. Tu me fais penser à un truc, c'est un outil qui s'appelle TextBlaze. Je sais pas si tu connais. Ok, les gars, c'est un truc super important. Ça permet de faire des snippets de texte. En gros, sur mon PC, si je tape par exemple slash LFT, ça va remplacer le slash LFT par l'adresse de LFT. Donc ça marche avec les emails, ça marche avec le numéro de téléphone, tout ce que tu veux. Et plutôt que d'écrire à chaque fois ton email, ton numéro de téléphone, tu tapes juste 4 lettres, du coup, slash tel par exemple. Ouais. Ça te fait gagner un temps monstre. Ah, en fait, c'est une application, donc tu peux l'installer sur Mac et tout. Et tu peux faire des petites commandes qui remplacent par un texte qui est. Ah ouais, ça c'est pas mal. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'ai un Notion où j'ai différents types de réponses. Tu perds du temps à faire du Ouais, c'est ça. copier-coller. Ouais. C'est trop chiant. Et en fait, ça marche, c'est très utile pour contacter les gens et tu vas présenter ton offre de manière plus ou moins automatisée. Il répond ça, tu lui réponds, tu lui envoies ce snippet-là et ainsi de suite. Tu l'as donné à Lissou ou pas? Non, ça je ne l'ai pas donné. Parce que typiquement, moi, pour déléguer, c'est un truc que je peux donner aussi aux gens qui bossent avec moi. Plutôt que tu vois, les copier à chaque fois, boum, t'entres la commande, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, moi, alors, tu vas me dire si tu connais ou pas, c'est très intéressant, je connaissais pas. J'utilise, moi, un système, par contre, qui m'a fait gagner un temps de fou, là, depuis quelques semaines. Surtout pour les développeurs, c'est genre, tu vas 10 fois plus vite, littéralement. Jusqu'à maintenant, on était habitué à taper avec les doigts. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas naturel, normalement, d'utiliser un clavier. Bon, maintenant, ça l'est, parce que ça fait 20 ans qu'on utilise des claviers, mais non, c'est pas naturel. Et maintenant, tu as une application sur Mac, c'est Better Dictation. Je sais pas si tu utilises. Alors je suis pas sur Mac. Ouais, bah, je suis passé sur Mac. Alors, dites-vous que je suis passé sur Mac juste pour ça. J'étais sur Ubuntu, donc Linux, et je suis passé sur Mac uniquement pour utiliser cette application, tellement ça m'a permis de gagner du temps. J'étais en mode, bah, je suis obligé, juste, j'ai pas le choix. Il faut que j'achète un Mac et que j'utilise Mac. Et donc, Better Dictation, c'est grosso modo, c'est un outil qui permet de parler directement à l'ordinateur. Donc, par exemple, j'écris du texte en parlant, mais c'est pas le truc sur Apple, Siri ou ce genre de choses. C'est vraiment, il y a une IA qui corrige tout ce que tu as dit en direct. C'est-à-dire que tu parles à ton téléphone et boum, tu as un texte qui sort qui est clean, tu pas besoin de repasser dessus. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es développeur ou que tu parles à ChatGPT, des fois, tu as des textes hyper longs à faire, ou enfin, c'est même quand tu réponds à quelqu'un sur LinkedIn où tu dois faire 100 messages en 30 minutes, c'est trop chiant. Et Better Dictation, il coûte 20 euros et il permet vraiment de faire ça 10 fois plus rapidement. Et même pour les développeurs, quand tu veux écrire des lignes enfin, quand tu veux poser des questions, tu vois, à ChatGPT ou à Claude.ai, je décris vraiment maintenant à l'oral avec ma voix. Et il y a deux choses. Un, je vais plus vite.
Et deux, je suis beaucoup plus précis. Parce qu'avant, quand tu tapes, tu essayes de prendre des raccourcis, de pas mettre du contexte. Et du coup, l'IA va pas comprendre. Tu vas rentrer dans une discussion à conflit avec l'IA où, où ça va mal se passer. Alors que là, avec Better Dictation, tu vas direct décrire un contexte qui est hyper complet. Et donc, tu vas avoir de meilleures réponses. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pour finir là-dessus, bien sûr, quand les développeurs utilisaient Cursor.ai, qui, en gros, je sais pas si tu l'utilises, mais grosso modo, c'est un éditeur de code où tu as une IA qui connaît tout ton code. Donc, tu peux lui poser des questions. Ou j'ai fait tel truc de code et trop puissant. En quelques années, ça a trop évolué. Et ces deux outils fusionnés, ça fait que tu peux poser des questions à ta base de code avec ta voix. Ce qui fait que littéralement, dans 2 ans, on ne travaille plus, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Moi, je suis là. Oui, non, bien sûr, j'abuse, mais. Mais effectivement, sur ChatGPT, j'étais très frustré parce que, bon, même si je tape très vite au clavier, et tu sais que ChatGPT, il faut bien faire ses prompts correctement parce que voilà. Et du coup, au clavier, comme tu le disais, tu prends des raccourcis. Et en fait, ma pensée allait beaucoup plus vite que mon écrit. Et du coup, voilà, je prends des raccourcis, j'appuie sur Entrée, ça sort un prompt qui est pas bon, donc je refais un deuxième. Et effectivement, à l'oral, je pense que tu peux parler davantage, plus rapidement qu'à l'écrit, ouais. Puis même juste de manière logique, tu vois, génétiquement, ça fait des millions d'années qu'on parle, et d'un coup, on doit écrire avec des claviers, notre corps, il n'était pas préparé à faire tout, hyper rapidement. Donc ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve, de retourner vraiment à cette façon à parler avec la voix. Pour finir, je pense qu'il serait cool, ça serait que, si c'est possible, en 5-10 minutes, de nous faire une masterclass, un peu comme dans ta formation, genre un aperçu. Au moins, ça va donner peut-être envie aux gens, etc., de s'y intéresser vraiment, de comment bien faire de l'apport d'affaires, c'est quoi les points importants pour vraiment faire correctement de l'apport d'affaires. On a un expert avec nous, autant en profiter. Ok, déjà, acquisition client. Bon, normalement, vous savez faire, les gars. Pour trouver une mission, donc il y a plusieurs canaux. Donc, on peut très bien aller contacter directement les clients, les engineering managers, par exemple, ceux qui ont des besoins directement par LinkedIn. Soit aller contacter aussi peut-être ton réseau, tes potes qui sont chez les clients et qui recherchent peut-être du travail. Soit utiliser des outils comme Mantix aussi, pour aller trouver justement les clients finaux, etc. Mantix, c'est quoi? Mantix, c'est un outil de prospection basé sur plusieurs plateformes qui récupère les entreprises qui recrutent dans une techno, par exemple. Donc, si toi, tu es développeur React, par exemple, tu vas taper développeur React Paris, il va te sortir une liste de clients. Ok, de toutes les plateformes, en fait. Ouais, c'est Welcome to the Jungle, Freework, et puis plein d'autres. Ok, ouais. Voilà, il agrège tout ça. Et en gros, voilà, ça va sortir que la Maïf, par exemple, recrute. Et il va te sortir le point de contact. Tu le contactes, etc. Voilà, tu lui dis, je suis développeur, j'ai vu que tu recrutais sur tel stack il y a 2 mois. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Voilà, et puis il te répond. Voilà. Donc déjà, il te faut un besoin, et le besoin, il faut que tu le qualifies parfaitement. Parce que si tu ne le qualifies pas, tu vas donner une offre qui sera un peu fausse, notamment auprès du TJM. Si ton TJM, voilà, tu l'avais dit 500, 600, et en fait, c'est que 400. Si tu mets un gars derrière qui se rend compte qu'en fait, c'est pas le tarif que tu avais annoncé, il sera très frustré. Donc, comment justement tu réussis à bien faire cette étape de la qualification? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, bien qualifier quelqu'un? Qualifier, donc, c'est discuter finalement en visio, parce que la visio, c'est beaucoup plus simple que par écrit, sur tous les aspects de la mission, qu'est-ce qu'ils recherchent comme stack, qu'est-ce qu'ils recherchent comme seniorité, le TJM, le remote, la description de la mission, en fait. Voilà. Une fois que tu as toutes ces informations-là, soit tu la prends pour toi, soit tu la refiles au copain. Et donc là, tu postes sur la plateforme la mission, soit tu la mets en privé parce qu'en fait, tu sais avec qui que tu vas contacter, soit tu la mets en public et les gens vont naturellement candidater. Ok. Ensuite, tu vas avoir une liste de candidats. Donc, imaginons que tu l'as envoyé à droite à gauche sur des communautés Discord et des gens aussi qui postulent sur la plateforme. Tu vas prendre les meilleurs candidats. Donc, imaginons, tu as une liste de 10 gars qui ont postulé. Tu vas regarder les profils. Tu as un scoring normalement qui t'aide aussi à voir les personnes les plus pertinentes. Donc, tu vas prendre les 3 meilleurs, imaginons. Tu vas les contacter en visio pour leur présenter la mission. Voilà. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Vérifier si la personne est disponible. Si le TJM, ça correspond aussi. Si le remote aussi, ça c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui recherchent que du full remote. Et si la mission elle accepte que 3 sur 5, c'est mort, quoi. Tu sais qu'il ne fera pas d'effort là-dessus.
Et alors d'ailleurs, je me posais une question, moi c'est pas un truc que je fais, mais l'apport d'affaires, si tu amènes un client à quelqu'un, est-ce que tu prends l'apport d'affaires sur lifetime, c'est-à-dire à vie, ou est-ce que c'est juste sur le premier contrat, la première facture? Tu fais comme tu veux, soit tu fais. Non, pas sur la première facture. Soit tu le fais sur un an, imaginons. Ok. Tu me dis que voilà, je t'ai apporté la mission pour un an. Ouais. Après, je te laisse tranquille. Ouais. Pourquoi pas? Et après, sinon, tu peux prendre lifetime, effectivement. Lifetime quand même, c'est fort. Bah, regarde, les USN, c'est ce qu'elles font en fait. Oui. Sauf qu'elles te prennent 20% au lieu de 10. Voilà. Donc, et finalement, elles t'apportent la même chose que l'apporteur d'affaires. Ouais. Je devrais faire un an parce que jusqu'à maintenant, moi je dis non, t'inquiète. Fallait juste la première facture parce que je me sentais mal de lui prendre tu vois, sur plus. Mais peut-être un an, ça semble cool, quoi. Ça dépend. Si tu apportes une mission finalement à quelqu'un pendant 2 ans, lui, tu lui as apporté énormément de valeur et finalement, toi, bah, tu vas peut-être toucher Ouais. que 5 000 euros, imaginons là-dessus. Finalement, ce que tu apportes, c'est quelque chose d'une grosse valeur. Et lui, je pense qu'il sera OK. Ouais, surtout si tu le fais bien, parce que là, tu parles donc de prendre un rendez-vous avec le client, de faire une espèce d'appel de vente, de closing, où vraiment tu poses énormément de questions et tu récupères beaucoup de data. Et après, tu fais des appels avec les. Enfin, déjà, tu postes, et après, tu vas faire des appels avec chacun des candidats pour le présenter, quoi. C'est ça. Donc, ouais, si tu t'apportes autant de temps et de valeur, il faut que tu récupères bien ta partie, quoi. Donc, je disais, là, tu prends les 3 meilleurs candidats, tu les appelles et donc tu vérifies. Donc, je te dis les 3 points sur le TJM, remote, disponibilité. Quatrième point, c'est la technique. Évidemment, voilà, faut s'assurer que la personne, elle comprenne. Voilà, c'est son taf. Et le 5e point, c'est assez important, c'est le human fit. Vérifier que la personne est polie, à l'heure, tu vois, ce genre de choses-là. Ouais. Ça, c'est tous les soft skills qui sont sous-estimés, mais en fait, quand tu travailles avec quelqu'un, tu travailles avec un humain, tu vois. Voilà, donc si tu t'entends pas, ça va pas le faire. Et ensuite, imaginons tu as pris les 3 meilleurs candidats, ils sont OK. Tu vas faire une discussion à 3 avec le client et tu présentes le candidat en disant bonjour Thomas, je te présente Clément. Clément est développeur depuis 5 ans, c'est ce que tu voulais. Il a fait ça, ça et ça et ça correspond à ce que tu voulais. Et son TJM, c'est ça correspond aussi. Ok. Il est disponible à ZAP. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant. Et moi, il y a une question que je me pose direct, c'est lorsque tu es en appel avec le client et que tu lui dis, bah voilà, je peux pas prendre cette mission, est-ce que tu lui dis, je connais quelqu'un, ou est-ce que tu lui dis, genre, je vais chercher quelqu'un là maintenant? Comment tu présentes un peu les choses pour pas que le client se dise, ouh là là, il va juste faire ça pour l'apport d'affaires? C'est une bonne question. En fait, là, je m'adapte réellement aussi à la personne, au client, s'il est assez ouvert d'esprit ou pas. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de clients. Voilà, si tu leur parles d'apport d'affaires, ils vont penser que c'est un scam, etc. Parce que moi, je sais que quand je l'ai fait, à chaque fois, je disais pas, bon, je le fais pour faire de l'apport d'affaires. Je disais, bah, je le fais pour te trouver la bonne personne et te faire gagner du temps, parce que je connais quelqu'un dans mon réseau. Donc, je présentais les avantages et les bénéfices que lui allait avoir. Mais j'omettais un peu de présenter mes bénéfices, parce que bon, je me suis dit qu'il allait juste se dire que je fais ça uniquement pour mes bénéfices et non pas pour les siens. Alors qu'en vrai, c'est une relation win-win. C'est je lui fais gagner du temps parce que je lui présente la bonne personne. Ça lui coûte rien en plus. Ouais, c'est ça. Ça lui coûte absolument rien au client que toi tu cherches parce qu'en fait tu vas prendre côté freelance. Ouais. Et c'est beaucoup mieux qu'une ESN qui va récupérer forcément son markup Ouais. sur le client. Surtout que là, tu as t'as le technique, c'est-à-dire que tu vas bien connaître qui lui montrer, etc. Tu vas t'assurer que c'est la bonne personne. Donc là, si c'est bien fait, comme ça, tu investis du temps, je trouve ça vraiment cool. Donc si je résume, en fait, ça va être, tu fais de l'acquisition, tu as un client, le client, tu le prends en appel de vente. Dans cet appel de vente, tu récupères un maximum de données sur lui et voilà, tu le qualifies au maximum. Et après, tu lui dis, bon, bah, moi, je suis pas bon pour cette mission ou je suis pas dispo, peu importe. Par contre, je connais les bonnes personnes pour ça. Et après, tu vas de l'autre côté de l'équation, tu récupères les bons développeurs qui matchent avec toutes les données que tu as récupérées. Et bah, tu fais un appel, tu qualifies les 3 meilleurs développeurs, si je comprends bien. Par exemple. Par exemple, ouais, ça dépend. Enfin, plus il y a de données, plus tu t'assures d'avoir des bons développeurs. Et après, tu mets en relation et tu te mets dans l'appel aussi, c'est important. T'es pas obligé. Tu peux faire confiance à la personne. Mais normalement, vu que tu as établi un lien de proximité finalement avec le client, Ouais. en l'ayant en appel et auprès du consultant, voilà, c'est quand même assez sécure. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu peux te faire squeezer. Ouais. Voilà, par le développeur, entre autres. Après, normalement, entre développeurs, on se respecte. Ok. Voilà, ça c'est mon avis. Je sais que ça fait 6 ans, 7 ans que je fais l'apport d'affaires. J'ai jamais eu de souci là-dessus. Dernière chose, moi, que je me demande sur ce funnel-là, c'est comment tu contractualises cette partie apport d'affaires. Tu pourrais contractualiser en mettant en relation. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça. Après, ça vaut pas grand-chose finalement. Ouais, c'est-à-dire que tu fais rien du tout, quoi. Tu fais confiance à la personne. Ouais, en fait, la plateforme, elle te dit, si tu candidates, tu acceptes sur l'honneur
les conditions de l'apport d'affaires. Voilà. Et par contre, tu as un contrat, une fois que ça a signé des deux côtés, tu fais un contrat Ouais. sur le. Voilà. Et là, qui te protège, parce qu'effectivement, s'il ne te paye pas, Ouais. s'il te paye un mois sur deux, bah, tu n'as que les yeux pour pleurer. Donc en fait, ouais, le mieux c'est de faire un contrat. Et est-ce qu'il y a une facture qui est envoyée à chaque fois que... Ouais. En fait, vu que le freelance va te payer, il te faut une Ouais. facture. Voilà. Effectivement. Ouais, moi j'avais fait de l'apport d'affaires et j'avais oublié au début, c'est le gars qui m'a dit, mais attends, il faut que tu fasses une facture quand même. Donc oui, il faut faire une facture, il faut faire un contrat. Donc c'est pas forcément le truc auquel on va penser en premier, mais c'est nécessaire, quoi. Ok. Bah écoute, franchement, échange hyper intéressant. Est-ce que toi, là, avant la fin de ce podcast, tu as envie de rediriger les gens vers des réseaux où ils pourraient justement apprendre l'apport d'affaires? Sur quelle plateforme tu as envie qu'ils te retrouvent? Bah, je te dirais la mienne. Ok. Donc est-ce que tu peux nous donner l'URL? Lookingfortech.fr. Donc lookingfortech.fr, tu es sur LinkedIn Avec un S, précise. avec un S, ouais. Lookingfortech. Je vais devoir acheter le nom de domaine Lookingfortech sans S pour rediriger, je crois. Ah ouais? Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent? Non, ça va encore. Ok, ça va, ok. Tu es sur LinkedIn, sur YouTube aussi, on pourra te retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Je crois que Non, c'est tout. c'est tout. Ok, bah écoute, merci beaucoup Ronan. Ouais, merci à toi. Et puis après, on va aller faire manger un bout, on verra si on a le temps. Super. Ciao les gars. Merci.